Bonjour, bonjour, bonsoir plutôt à tous. Euh, voilà, je partage mon écran si tout va bien. Est-ce que vous le voyez bien, Oui, l'écran, ou pas? oui, 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 ok. Euh, et donc, vous voyez bien la présentation, hein? oui, oui. Oui, ok. Donc, voilà, je vais vous parler pendant un tout petit 10 minutes des questions de longévité en général, je dirais. Et la première chose vraiment à rappeler, c'est qu'aujourd'hui, comme tous les jours, il y a à peu près 110 à 120 000 personnes qui meurent de maladies liées au vieillissement. C'est 90% des décès dans des pays comme les pays européens. C'est 70% et même plus dans le monde. Et même dans les pays les plus pauvres, c'est la majorité des décès. Donc, si on considère que le droit à la vie est un droit fondamental, c'est vraiment la question la plus importante qu'on puisse imaginer, le droit à la santé via la longévité. Et vous savez probablement presque tous que la mortalité, la croissance, il y a une croissance exponentielle de l'espérance de vie, et pas de la mortalité, de plus en plus de 2 à 3 mois par Là, on t'entend plus très bien, Didier. année en moyenne. Donc, c'est une croissance exponentielle si on regarde. Elle touche depuis maintenant quelques décennies. Et ça, c'est une chose. Une croissance exponentielle si on dit. Didier, je ne sais pas, est-ce que tu peux Vous couper m'entendez? la vidéo peut-être, qu'on t'entend mieux? Ah, Didier. Bien. Alors, Ah, là, désolé, est-ce que vous m'entendez oui, de oui. nouveau? oui, Donc, euh, je suis désolé. Depuis quelques dizaines d'années, ce qui se passe, c'est que l'espérance de vie, même pour les personnes les plus âgées, continue à croître. Là, vous avez un schéma concernant l'espérance de vie à 60 ans. Aussi, une fait de ces naissances de maladies liées au vieillissement qui sont bien sûr les maladies cardiovasculaires, bien sûr les cancers, bien sûr les maladies neurodégénératives, ça nous le savons tous, mais c'est aussi les chutes, les accidents, tout ça, ça touche les personnes les plus âgées, beaucoup plus que le reste de la population. Et puis, les maladies infectieuses, et comme l'a rappelé déjà José tout à l'heure, ben, la Covid-19, c'est une maladie qui est en réalité liée au vieillissement. On va dire les longévitistes optimistes ont tendance à oublier, c'est que malheureusement, la durée de vie maximale de sous l'Empire romain encore. Et aujourd'hui, la personne qui a vécu le plus longtemps dans l'histoire de l'humanité, ça reste Jeanne Calment, décédée en 97 à l'âge de 122 ans. Et là, maintenant, en 2021, on est toujours pour la femme la plus âgée au monde à 118 ans et pour l'homme le plus âgé au monde à 112 ans. Donc c'est là qu'il faut des progrès vraiment de rupture. Et comment est-ce que nous pourrons progresser? Qu'est-ce qui va faire que les choses vont avancer? Je n'ai pas le temps en quelques minutes d'aborder toutes les pistes. Et donc, Marion ici va aborder la piste concernant tout ce qui est produit sanguin, qui d'ailleurs n'est pas dans cette liste-là, parce que c'est une liste que j'avais
faite il y a quelques années, donc il y a des nouvelles pistes qui apparaissent. Maintenant, les premières choses, ce dont on parle le plus, c'est les produits, donc rapamycine, metformine, statine, aspirine. Tous ces produits permettent probablement, en tout cas certains de ces produits, et particulièrement la metformine, pour lequel il y a une étude qui est en cours de création aux États-Unis, tous ces produits permettent de gagner quelques années d'espérance de vie. Alors, il y a surtout pour moi ce qui est le plus prometteur dans un avenir, on va dire, pas trop lointain, ce sont les thérapies géniques. Donc, les thérapies géniques, vous savez, comme je disais tout à l'heure, la durée maximale de vie, elle ne bouge pas tellement, mais elle est très différente d'une espèce à l'autre. Par exemple, là, vous avez deux espèces de caméléons de Madagascar. Une espèce vivra quelques mois et l'autre jusqu'à 10 ans. Il suffirait donc de relativement peu de choses et des thérapies géniques pour pouvoir vraiment avoir une différence très importante au point de vue de la durée maximale de vie. Alors, il y a les pistes au niveau du renouvellement des organes, créer des organes à partir de cellules souches. Il y a toutes les pistes relatives à la régénération. Vous savez qu'un certain nombre d'animaux, des reptiles, par exemple, peuvent faire repousser des membres. L'être humain en est absolument incapable. Pouvoir favoriser ces mécanismes-là pour l'ensemble de la vie et sans limitation de durée, c'est quelque chose qui est certain. Il y a toutes les pistes qui aux nanotechnologies, donc aux nanorobots, qui pourraient un jour être introduites dans notre corps en grande quantité et donc éliminer les substances toxiques, éliminer les virus et nous faire fonctionner beaucoup plus longtemps. Il y a tout ce qui est aspect microchirurgie. Oui, parabios, c'est un des aspects à l'origine de ce dont Marion Stenaker va vous parler tout à l'heure. Pour le moment, ce qui est, je dirais, le plus abordé dans les milieux intéressés par les questions de longévité, ce sont les sénolytiques, des produits qui détruisent les cellules les plus âgées de notre corps, celles qui sont, on va dire, qui ont des effets négatifs pour notre corps. Et puis la catégorie, il y a tout ce qu'on ne sait pas encore et tout ce qu'on devrait étudier plus dans un futur proche et même dès aujourd'hui. Alors, tout ce qui fait que les choses s'accélèrent, c'est les questions liées à l'intelligence artificielle, les questions liées aux données massives et ce qu'on appelle la loi, qui est en fait une conjecture de Moore. Donc, le fait que chaque à des intervalles réguliers de 12 à 18 mois ou à 24, la puissance informatique double et donc on a une croissance exponentielle de la puissance et cette croissance de la puissance informatique et cette croissance exponentielle est encore plus forte pour tout ce qui est déchiffrage du génome qui est extrêmement utile dans les recherches. Et pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça et pourquoi est-ce qu'on des longévitistes organise des conférences, il y a quand même une chose, parfois on voit le progrès comme quelque chose automatique qu'on ne peut pas choisir. En fait, le progrès, ça dépend de nos choix politiques, de nos choix sociaux. Entre 1957 et 1969, il y a eu des progrès au point de vue de la conquête de l'espace tellement extraordinaires qu'il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui croient que ce n'est pas possible. Tellement extraordinaire qu'aujourd'hui, si on voulait pas le faire du jour au lendemain, même pas, il faudrait probablement un an. Par contre, dans l'aviation, si vous comparez un avion Concorde 79 et un avion moderne de 2021, ben le Boeing de 2021, il va moins vite que le Concorde. Donc, on n'arrête pas le progrès, mais on peut le canaliser et le canaliser ce qui vous est proposé par les gens, les longévitistes et des transhumanistes aussi notamment, c'est vraiment de mettre le paquet sur les questions de traitement, de thérapie pour une vie beaucoup plus longue en bonne santé. Pourquoi? Je vais pas faire, je pourrais parler pendant des heures des raisons pour lesquelles c'est une bonne chose de vivre beaucoup plus longtemps, mais je vais juste dire quelques mots
en quelques dizaines de secondes. Pourquoi? D'abord parce que si vous savez que vous allez vivre beaucoup plus longtemps, vous serez beaucoup plus attentif à l'environnement. Un corps durable ne peut s'envisager que dans un environnement durable. Plus nous vivons longtemps, plus nous sommes prudents. Les personnes qui avancent en âge, en restant en bonne santé, elles consomment moins, elles sont plus prudentes au point de vue financier. Et puis, il y a une corrélation très forte entre l'espérance de vie et le nombre d'enfants. Donc, parfois, on parle de risque de surpopulation. C'est exactement l'inverse. C'est là où les gens vivent des vies longues que, qu'il y a une situation beaucoup plus stable et même parfois en décroissance par rapport à la population. C'est aussi, ça signifie aussi, je ne vais pas vous décrire de manière détaillée tous les schémas là, mais ça signifie moins de coûts de santé parce que ce qui coûte cher au point de vue de la sécurité sociale, comme on dit en France, ce qui coûte cher, c'est les soins de santé, la dernière année de vie et pas les soins de santé pour l'ensemble. C'est donc pas parce qu'on est âgé qu'on a plus de coûts de soins de santé, c'est parce que malheureusement, on approche de la fin. Et donc, chaque fois que vous arrivez à gagner des années d'espérance de vie, vous gagnez au fait aussi au point de vue des coûts en matière de sécurité sociale et des coûts en matière de dépenses de l'État de manière générale. Une population plus âgée est aussi une population plus heureuse. Les citoyens qui avancent en âge, ils sont donc plus heureux et surtout, ils sont moins violents. Donc, crime, unis notamment, la courbe des crimes, c'est dès que les gens commencent à avancer en âge, leur capacité, je dirais, ou leur souhait de violence diminue, pas parce qu'ils sont de plus en plus faibles, mais vraiment parce que l'avancée en âge permet plus d'expérience. Et puis aussi, dans un monde dans lequel nous pourrions vivre sans limitation de durée, peut-être que la violence deviendrait quelque chose pas seulement inacceptable, mais vraiment inimaginable. Donc, si un jour nous pouvons vivre vraiment sans vieillesse, ce qu'on appelle l'immortalité biologique et ce que nous appelons souvent la mortalité, ben, on aura plus de temps et plus d'envie. D'abord pour lutter contre toutes les autres causes de mortalité, pour lutter contre les risques qui sont importants dans un monde dans lequel on progresse technologiquement, pour envisager ce dont on parlera peut-être dans les groupes de travail, les vertiges, fusion machine, cerveau virtuel, et pour envisager les conséquences, dont ceux de longévité, la transition, ce qu'on appelle parfois la transition laborale. Voilà maintenant ma conclusion déjà, et pour préparer au débat plus tard. Donc, je pense que vraiment l'État et les entreprises doivent investir pour des recherches pour une vie en bonne santé beaucoup plus longue, parce que le droit à la santé, c'est un droit de l'homme, c'est même le droit de l'homme qui est le droit humain, qui est la condition pour tous les autres droits. Et donc, on peut dire que stagner, que de ne pas progresser, ça s'apparente à de la non-assistance à personne en danger pour des milliards de personnes partout dans le monde. Donc, pas seulement pour les gens ici et maintenant, mais pour des milliards de personnes partout dans le monde et demain aussi. Voilà, si vous n'avez pas le temps aujourd'hui de me poser des questions, mais normalement, vous aurez quand même du temps. N'hésitez pas à le faire par courriel. N'hésitez pas aussi à vous abonner à La Mort de la Mort, après ou avant avoir lu le livre de José, c'est comme vous voulez. Voilà. Et je vous remercie de votre attention. Merci Didier pour ta présentation qui enrichira le débat. Je ne sais pas si Olivier Roland est dans l'assistance.